avec nous. Vous êtes député communiste de Seine-Saint-Denis, président du groupe à l'Assemblée nationale. L'affaire Liana qui continue, on le voit, de secouer le monde politique au lendemain de ses obsèques. Est-ce que vous demandez, comme Mathilde Panot, comme Jordan Bardella, la démission de Gérald Darmanin ? Bon, moi, je ne suis pas un adepte de demander des démissions systématiquement, mais j'ai été quand même choqué de l'attitude de Gérald Darmanin qui, dès l'annonce de la mort de cette petite Liana, s'est précipité sur les plateaux de télévision pour surtout ouvrir le parapluie au-dessus de sa tête en disant qu'il avait fait tout ce qu'il fallait, qu'il allait regarder les fautes individuelles. Or, on voit bien que, d'abord, la justice dans notre pays, elle est exsangue. Ça a été dit, on a 3 fois moins de procureurs que la moyenne européenne, 2 fois moins de magistrats. Donc, on a mis de côté la question des moyens. La justice est un des grands services publics qui a été affaibli par 10 ans de macronisme, comme l'a été l'école, comme l'a été aussi la sécurité intérieure, comme l'a été bien évidemment l'hôpital public. Donc vous dites que c'est une question de moyens. C'est pas ce que dit ni Gérald Darmanin, ni le président de la République. Ce n'est pas qu'une question de moyens, mais c'est aussi une question de moyens. On ne peut pas constater qu'on a 2 fois moins de magistrats en France que partout ailleurs en Europe et considérer qu'il n'y a pas un sujet quand même sur la capacité de la justice à traiter l'ensemble des affaires. Et plus de moyens, ça aurait empêché l'affaire Liana ? En tout cas, moi, je suis signataire de la proposition de loi intégrale. Donc, je l'ai signée dès le mois de novembre. Je fais partie des 60 parlementaires qui étaient les premiers signataires de cette loi et on essaye de la mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée. Parce qu'elle contient des moyens, qu'est-ce qu'elle changerait véritablement ? Bien sûr, elle contient des moyens. Parce que Gérald Darmanin, il dit que ça n'aurait pas empêché la mort de la petite. Eh ben, je suis pas. On ne peut pas dire ça. C'est pour ça que je m'interroge beaucoup sur le rôle de Gérald Darmanin et je pense franchement que il aurait pu proposer sa démission, elle n'aurait peut-être pas été acceptée, mais on ne peut pas tout de suite et immédiatement, il y a une certaine indécence dès l'annonce de la mort de cette petite, ouvrir un parapluie au-dessus de sa tête et essayer de désigner des boucs émissaires. Ça ne se fait pas, ce n'est pas digne, voilà, c'est assez indécent. Et je trouve que de ce point de vue, son comportement n'était pas à la hauteur. Donc, bien évidemment, le pays est sidéré, le pays est en colère aussi. Moi, je suis comme beaucoup papa, grand-père, et donc on se projette dans cette affaire avec effroi. Et donc, il faut, moi, je crois, surtout en urgence, mettre cette loi intégrale en débat, parce que c'est une loi qui dit beaucoup de choses sur la façon de réprimer et de punir les actes et les violences faites aux enfants, mais elle dit aussi beaucoup de choses parce qu'elle a été conçue avec les associations de défense des enfants. Et elle dit aussi beaucoup de choses sur comment prévenir de tels actes. Voilà, c'est une loi globale. C'est une loi globale et elle pose aussi la question des moyens. Elle ne fait pas 2,7 des moyens, 2,7 milliards de plus. Et donc, oui, c'est une loi qui permet et de mieux réprimer et sanctionner, et aussi de mieux prévenir et de redonner à la parole de l'enfant une place que, malheureusement, elle n'a pas suffisamment dans la société. Mais Stéphane Peu, cette loi, elle a quand même peu de chances de voir le jour, non ? 79 articles. Oui, mais c'est là où on va juger si le gouvernement en fait une priorité ou pas. Il y a beaucoup d'autres lois qui pourraient être déplacées pour mettre celle-ci dans un examen prioritaire par le Parlement. Avec les navettes parlementaires, l'étude de l'examen, vous demandez quoi ? L'ouverture d'une session extraordinaire en septembre pour l'examiner ? Oui, session extraordinaire, on en aura une en juillet. Si ce n'est pas suffisant, il faut une session extraordinaire en septembre, mais il faut aller vite. Parce que là, le projet de loi sur la protection de l'enfance, qui va être amélioré en Conseil des ministres mercredi, amendé en tout cas, il n'est pas suffisant pour vous ? Non. Puis, si vous voulez, ce gouvernement nous a habitués à chaque fois qu'il y a un fait divers à faire une petite loi qui traite un des aspects. Là, c'est une loi globale, c'est une loi intégrale qui doit élever la France dans sa prise en compte des violences faites aux enfants et notamment des violences sexuelles. Il faut en faire une priorité nationale et c'est ce que dit cette loi. Elle le dit pas seulement
en allant puiser dans le cerveau des parlementaires qui ont signé cette loi, mais c'est une loi qui a fait remonter des propositions de ceux qui sont au contact de ces violences, notamment les associations de défense de l'enfant. Ce jeudi, vous aviez ce qu'on appelle votre niche parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est une journée qui est réservée aux initiatives communistes. Et vous avez fait adopter pour la deuxième fois la nationalisation d'ArcelorMittal, le groupe sidérurgiste. Est-ce que vous pensez que ce texte ira maintenant au bout ? Alors, il a été adopté en première lecture à l'Assemblée, il est allé au Sénat, nous l'avons fait voter cette semaine, avant-hier, en deuxième lecture, donc il doit retourner au Sénat, et ensuite il y a la lecture définitive. La lecture définitive, c'est à la main du gouvernement, donc nous allons demander au gouvernement de respecter les votes du Parlement et d'inscrire la lecture définitive sur la nationalisation d'Arcelor. S'il s'y refuse, en niant le vote majoritaire de l'Assemblée, ce sera un des grands sujets de l'élection présidentielle. Et il faudra que chacun... C'est pas un déni de démocratie ? Oui, quand on ne respecte pas le vote des députés et le vote du Parlement, et accessoirement quand on ne respecte pas aussi la volonté majoritaire des salariés d'Arcelor. Est-ce qu'on ne nationalise pas les pertes en faisant cela ? C'est contradictoire, parce que j'ai entendu les macronistes à l'Assemblée nous dire à quel point il fallait faire confiance à Mittal, parce que les perspectives de développement de l'acier, notamment de l'acier en Europe, étaient florissantes, et qu'il y avait des projections à 25 ans qui disaient à quel point, de toute façon, l'acier, c'est la matière première de l'industrie. Donc tout discours... C'est quoi, une question de souveraineté pour nous ? Bien sûr. On ne fait pas de l'industrie de la défense, on ne fait pas de l'industrie de l'énergie. Il y a de l'acier, il y en a partout. Dans ce studio, vous pouvez regarder plein de choses. Il y a de l'acier partout. L'acier, c'est la matière première de l'industrie. C'est l'industrie de l'industrie. Et donc, si on n'est pas souverain sur la production de l'acier, si on laisse Mittal dépecer Arcelor, comme il le fait depuis maintenant 20 ans, et à envoyer tout ça en Inde, au Brésil, aux États-Unis, et à faire qu'en France, on ne produise plus d'acier, on n'aura plus de souveraineté sur la matière première de l'industrie, et tous les discours sur la réindustrialisation sont des discours creux. Et donc, c'est un sujet qui est absolument essentiel. Et moi, je constate que la nationalisation d'ArcelorMittal est évaluée environ à 3 milliards d'euros. Chaque année, un rapport sénatorial a montré que l'État français, la nation, dépensait 211 milliards d'aides aux entreprises, sans contrepartie, sans même d'ailleurs être capable de l'évaluer, parce que si les sénateurs ne l'avaient pas évalué, le gouvernement était incapable de le chiffrer. Donc je vois que d'un côté, on n'est pas regardant sur les aides aux entreprises, même quand elles n'ont aucune contrepartie, mais de l'autre côté, on pousse des cris d'orfraie sur 3 milliards pour nationaliser Arcelor, alors que c'est la condition de notre souveraineté et de la réindustrialisation de la France. On parle retraite avec ce rapport du corps qui dit qu'il faut travailler jusqu'à 67,6 ans en 2070 pour équilibrer le régime. C'est vrai qu'on a une démographie en baisse, une espérance de vie qui augmente. Faut le suivre, ce rapport ? Non, mais il faut le lire surtout. Parce que tout le monde lit ce rapport. Moi, je l'ai lu. Il dit pas ça ? Il ne dit pas que ça. Il dit il y a un sujet démographique, ça personne ne peut le nier, et il y a plusieurs hypothèses. Donc soit on allonge la durée de travail, les 67 ans, soit on repense la cotisation sociale. Et donc, de toute façon, il y a trois choses. Ouais, voilà. L'âge, soit les pensions qui baissent, soit on augmente les cotisations. Donc vous dites qu'il faut augmenter les cotisations. Il faut surtout stopper les exonérations de cotisations, déjà. C'est-à-dire que tous ceux qui doivent cotiser cotisent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, au moment où on a un grand débat sur l'intelligence artificielle, mais on a eu un débat sur les robots, repenser la cotisation sur sur le travail fait par les salariés, mais aussi fait par les machines est un sujet. Et deuxièmement, moi, je n'ai jamais compris pourquoi la rémunération par le salaire était soumise à cotisation sociale et que les rémunérations par les dividendes ne l'étaient pas. Donc c'est valable pour la sécurité sociale, c'est valable pour les retraites. Donc on peut revoir l'assiette des cotisations et également leur montant pour garantir dans notre pays une retraite par répartition. Augmenter la CSG par exemple ? Non, augmenter les cotisations sociales. Les cotisations sociales. Il y a là un meeting de Raphaël Glucksmann cet après-midi. Vous étiez à celui de Jean-Luc Mélenchon il y a une semaine. Vous y serez ce soir ? Alors, je n'étais pas au meeting de Jean-Luc Mélenchon. Je suis allé saluer Jean-Luc Mélenchon à l'issue de son meeting. Et comme j'habite sur la place où il y avait le meeting à Saint-Denis,
Donc forcément, j'ai regardé ça de ma fenêtre avec beaucoup d'attention, puis je suis allé le saluer. Ah, vous ne vouliez pas spécialement y aller, en fait? Moi, je suis un militant communiste, donc mon parti est dans un processus. Il y a un congrès début juillet à Lille. Ensuite, il y aura une votation des militants communistes qui doit intervenir au premier week-end de septembre sur faut-il un candidat, pas un candidat. Ah, les communistes se sont déjà prononcés à 64,1% sur le fait qu'il fallait un candidat autonome. Oui, mais il y aura un vote spécifique sur est-ce qu'il faudra un candidat et qui. Et ce sera début septembre. Parce donc que moi, ce vote communiste, 61,4% sur oui. le principe d'une candidature autonome. Non, c'est 61% sur le texte de la majorité de la direction du Parti communiste. Ah, donc c'est pas encore certain. Il n'y a pas forcément de majorité aujourd'hui. Et donc Fabien Roussel a dit qu'il y aura, à l'issue du congrès, un vote pour trancher la candidature. Enfin, c'est pas fait, en fait. Non, c'est pas encore fait. Et vous dites quoi? Il faut un candidat autonome? Je le dis et je le redis. Je l'avais déjà dit d'ailleurs en 2022, donc je suis assez constant. Moi, je pense que pour une formation politique comme le Parti communiste, qui doit à tout prix, pour être utile à ce pays, rester une force nationale, la question majeure pour le Parti communiste, c'est la question de ces groupes au Sénat et à l'Assemblée nationale. On a déjà, aux élections européennes de 2024, en présentant une candidature autonome, on a déjà perdu notre représentation au Parlement européen. Je pense que si demain on perdait, à force d'autonomie, de vouloir s'autonomiser ou de vouloir ne pas être invisibilisé dans une campagne électorale, mais le plus grand risque d'invisibilisation ou d'effacement du Parti communiste, elle est comme force nationale, elle est dans la disparition de ces groupes. Vers qui vous pouvez vous ranger? Moi, je pense qu'il faut... Jean-Luc Mélenchon, c'est le plus proche de vos idées? D'abord, il faut savoir quand même que le Rassemblement national a la clé dans la serrure de la porte du pouvoir. Donc, ça doit quand même, quand on est de gauche, on doit quand même avoir ça à l'esprit et être préoccupé par ce risque majeur. Et donc, je pense qu'il faut s'unir. Et je pense qu'il faut s'unir sur un programme de rupture. Derrière qui? En tout cas, c'est la démarche que l'on doit engager. Et donc, moi, je souhaite le rassemblement de la gauche. Je note que Fabien Roussel dit il n'y a pas de gauche irréconciliable. S'il n'y a pas de gauche irréconciliable, on ne peut pas seulement parler au Parti socialiste et ne pas parler à la France insoumise. Donc moi, je crois effectivement qu'il n'y a pas de gauche irréconciliable. Je souhaite qu'on parle avec tout le monde et qu'on s'unisse sur un programme de rupture. Merci Stéphane Peu d'avoir été notre invité, député communiste de Seine-Saint-Denis, président du groupe à l'Assemblée nationale. Restez sur France 1.